Mes chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Madame la Rapporteure, nous reprenons nos travaux avec l'audition du Centre français des fonds et fondations, le CFF. Le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large, les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées, et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique, la formation en commission d'enquête. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Madame Marion Lelouvier. Je le jure. Pas de lien d'intérêt. Monsieur Nicolas Mitton. Je le jure. Pas de lien d'intérêt. Je vous remercie. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont permis d'entendre les directions d'administration centrale, notamment celles en charge de la fiscalité, mais aussi de l'éducation nationale, de la culture et de la vie associative. Ces auditions doivent nous permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant, et c'est important, bloquer le système qui est nécessaire. Le maître mot de nos travaux sera donc la recherche de la transparence. L'audition du CFF s'inscrit dans une deuxième phase de nos travaux au cours de laquelle nous allons recevoir des structures qui assurent une double mission, représenter le secteur de la philanthropie ou le secteur associatif auprès des pouvoirs publics d'une part, accompagner les acteurs dans leur démarche d'autre part. Votre audition doit nous permettre d'approfondir nos premières analyses, de mieux comprendre les enjeux réglementaires, mais aussi les évolutions et mutations que le secteur a pu connaître au cours de ces dernières années. Madame la Présidente, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser 10 minutes avant que le rapporteur et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Je vais donc laisser la parole à notre collègue rapporteur, Colombe Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Et avant cela, je rappelle aux membres de la commission d'enquête que nous avons programmé une réunion de notre bureau à l'issue de cette audition. Et vous la ferez durer le temps qu'il vous jugera nécessaire de la faire durer. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Bonjour à tous les deux. Nous reprenons nos travaux, comme vous le voyez, après une séquence d'interruption pour cause d'élections municipales. Voilà, tout le monde reprend ses marques. Merci d'abord de votre présence à tous les deux. Peut-être juste un mot au préalable avant de vous écouter. Vous l'aurez compris, nous avons le souhait de tirer au cours des travaux de notre commission d'enquête une sorte de fil rouge sur la question de la transparence des financements. Notre sujet, pardon, je le dis de façon un peu triviale, n'est pas de porter un regard critique par nature sur la philanthropie, le mécénat. Nous sommes tous élus locaux bien placés pour savoir à quel point nos territoires, dans leur diversité, vivent, y compris d'un point de vue démocratique. Et ça n'est pas totalement anecdotique de dire cela après les échéances municipales qui viennent de s'achever, grâce à l'action de l'ensemble de ceux qui font vivre le mécénat, la philanthropie, quel que soit le mot que l'on adopte. Mais pour autant, ce paysage est en transformation, ou à tout le moins vit des ajustements dont je pourrais dire qu'ils sont de nature technique, et notamment l'apparition dans le paysage des fonds de dotation,
il s'en crée un par jour aujourd'hui, sont des éléments de perturbation ou en tout cas de recomposition de ce paysage. Et c'est important pour nous de comprendre ce que cela signifie en termes de dynamique sur cet écosystème de la philanthropie que nous avons déjà longuement commencé à entendre au cours de ces premières semaines de travaux. Et c'était pour nous important de prendre ce temps-là avant d'aller travailler de manière plus sectorielle. Et puis des mouvements de nature plus idéologique ou voire politique et affirmés comme tels, qui là aussi mettent le pied dans la porte, on va le dire comme cela. Et de nouveau, notre sujet à nous, c'est vraiment d'arriver à tirer ce fil rouge sur la transparence, parce que la transparence, c'est ce qui permet aux uns et aux autres, et quand je dis aux uns et aux autres, c'est évidemment aux citoyens que je pense, aux habitants, mais également aux élus locaux, de pouvoir, en toute connaissance de cause et en toute conscience, faire les choix qu'ils pensent être les meilleurs. Et on est évidemment interpellé par un certain nombre de moments dans lesquels, manifestement, par défaut de transparence, il y a des choix qui ne sont pas faits en conscience et qui viennent de facto perturber des modes d'action et de fonctionnement démocratique. Et donc c'est là-dessus que nous aimerions échanger avec vous. Vous avez reçu un questionnaire, on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Mais voilà en tout cas le fil rouge de nos travaux, et merci à tous les deux de votre présence. Merci Madame la rapporteure. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Nous remercions la commission d'enquête de nous entendre et de nous donner l'opportunité de partager la manière dont nous vivons le secteur de la philanthropie au quotidien, fort de nos expériences et face aux défis. Le Centre français des fonds et fondations, le CFF, a été fondé en 2002. À un moment où de nombreux pays, dont la France, traversaient une forme de récession économique. Le CFF est alors né de l'initiative de 7 fondations reconnues d'utilité publique et fondations d'entreprise qui opéraient de manière différente dans des champs variés, mais qui partageaient ensemble l'envie de mieux contribuer encore à l'intérêt général en parlant d'une voix, en se parlant et en collaborant davantage. Et depuis 2002, vous l'avez rappelé, ce sont 8 statuts de fonds et fondations qui ont été créés, ont évolué et maintenant coexistent. Le CFF a vocation à rassembler toutes ces organisations dès lors qu'elles adhèrent à son projet, sans distinction de statut, de mode opératoire, de moyens ou d'objets. Notre association compte aujourd'hui 350 membres et fédère plus de 1500 structures à travers le mécanisme des fondations abritantes, soit près de la moitié du poids économique du secteur. Les fonds et fondations sont des outils collectifs au service de l'intérêt général. Par construction, notre association l'est aussi. Nous œuvrons parfois seuls et le plus souvent en collectif au travers de la coalition Générosité ou de SS France par exemple. Nos missions au CFF peuvent se résumer en 4 catégories. D'abord, représenter le secteur et porter sa voix, ses positions, ses propositions. En tant qu'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, le CFF siège notamment au CESE, au Conseil supérieur de l'ESS ou encore au comité de suivi des fonds de dotation dont nous avions demandé nous-mêmes la réactivation il y a environ 2 ans. Deuxièmement, le CFF porte une mission de valorisation, mettre en valeur l'activité et l'action du secteur et produire de la connaissance. La troisième mission consiste en l'animation des collectifs, créer et favoriser l'animation dans les territoires, sur les causes, à travers des espaces d'échange, de travail et de rencontres entre pairs. Enfin, et j'ai entendu que cet aspect intéresserait particulièrement votre commission, c'est produire chaque jour une doctrine face aux défis qui sont nombreux et aux partenariats qui sont de plus en plus exigeants. Cette mission-là aussi repose sur des actions en propre et sur des travaux collectifs comme des groupes de travail thématiques, celui sur les fondations abritantes par exemple, la production de notes sur fondations et territoires ou la co-construction d'outils comme la charte de déontologie du mécénat. Alors de notre position d'observateur, d'espace d'échange entre acteurs privés et de partenaires de la puissance publique, nous tirons 4 convictions que je vous partage aujourd'hui. Notre première conviction est que notre secteur
a des devoirs. Il s'inscrit dans les principes républicains, il fait primer le paiement de l'impôt pour le partage de la valeur, et il agit toujours en complémentarité de la puissance publique. Cela a été d'ailleurs dit et répété lors de précédentes auditions. Les fonds et fondations travaillent pour développer des solutions expérimentales, innovantes. Elles sont parfois reprises en politique publique sur la recherche ou le mentorat, par exemple. Et dans ces cas-là, les fonds et fondations œuvrent et doivent et devront continuer à œuvrer dans le respect de la liberté académique et dans le cadre d'une démarche scientifique, intègre et ouverte. Les fonds et fondations sont aussi des partenaires des associations dont l'indépendance et le pouvoir d'agir doivent être préservés. Un financeur, peu importe son statut, ne doit jamais imposer son agenda à une association. C'est un point qui est vraiment crucial pour nous. Notre deuxième conviction tient au type de philanthropie que nous souhaitons porter, dans le prolongement, exigeante, transparente, responsable. Exigeante dans le respect du cadre applicable et dans la mise en œuvre des bonnes pratiques, responsable pour que nous puissions prendre notre part à l'évaluation des risques, à l'anticipation de ceux-ci et des crises, et également pour tisser, retisser le lien social, et j'y suis particulièrement attachée, les liens entre science et société, et donc transparente sur le plan financier et quant aux actions menées aux partenaires. Notre troisième conviction, c'est que l'engagement privé des citoyens comme des entreprises pourrait être encore renforcé aujourd'hui, à travers la mise en œuvre d'une véritable politique de la générosité. Le dialogue interministériel existe, mais les points de rencontre sont très nombreux à travers l'ensemble des ministères et des administrations direction centrale. Cette situation que nous vivons tous entraîne un certain nombre de difficultés et de freins. C'est pourquoi depuis 2022, au CFF comme avec nos alliés de la coalition Générosité, nous souhaitons inscrire cette démarche dans le cadre d'un dialogue interministériel, d'une conférence de la générosité, dont vous pourriez d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices, prendre une part active au-delà de la commission qui nous réunit aujourd'hui. Ce véritable pilotage placé sous l'égide du Premier ministre constitue une demande forte qui permettrait d'ailleurs d'aller plus loin que certaines limites soulevées lors des précédentes auditions. Notre dernière conviction est que le secteur souffre de sa méconnaissance et de nombreuses idées préconçues, autant du public que du pouvoir public ou de la représentation nationale. Et se libérer des préjugés, c'est un travail de longue haleine. Nous espérons donc que vos travaux nous permettront d'éclairer certains pans encore méconnus, et nous vous en remercions. Parce que cette méconnaissance et d'éventuelles dérives sont le principal risque auquel nous sommes confrontés en tant que CFF, en tant que présidente d'une fondation. Celui de la perte de confiance des donateurs, du grand public et de la puissance publique. Nous entendons régulièrement revenir l'ARC. Alors d'accord, cette fondation a conservé son nom, mais n'a plus rien à voir avec ce qu'était la fondation il y a près de 30 ans maintenant. Fort heureusement, depuis cette date, le cadre juridique s'est renforcé, comme les bonnes pratiques et leur diffusion dans le secteur, au sein du Centre français des fondations, comme avec les labels qui ont été mis en place, IDEAS ou Don en confiance par exemple. Et je le disais, le cadre juridique s'est étoffé, il est exigeant, nous considérons qu'il est à date suffisant et une garantie solide contre les dérives. D'ailleurs, la Cour des comptes, qui contrôle la générosité publique, a récemment rendu un rapport très positif sur 30 ans de contrôle. L'appel à la générosité ou l'outil public de fonds et fondations n'est pas le problème en soi. En revanche, n'importe quel outil peut être dévoyé, qu'il soit lucratif, non lucratif, public. On a tous des exemples en tête. Et d'ailleurs, le champ de votre commission ne concerne pas que les fondations. S'il y a dérive, c'est que le cadre et les obligations n'ont pas été respectés. Et donc, nous souhaitons améliorer collectivement le déploiement du contrôle pour repérer les manquements, effectuer peut-être davantage de contrôles sur le terrain et procéder aux sanctions. Le CFF lui-même n'est pas un organisme de contrôle, c'est un organisme de rassemblement et de diffusion des bonnes pratiques. C'est donc à l'État de se donner les moyens matériels et humains d'aller sur davantage de réalisation de ces contrôles, et nous portions déjà cette recommandation dans notre livre blanc. Donc pour conclure cette introduction, j'aimerais revenir sur l'un des objets de cette commission d'enquête, puisqu'il est inscrit dans son titre « L'influence des fondations sur les politiques publiques ».
Oui, toute fondation ou tout fonds de dotation est assis sur un projet politique, mais il est à entendre au sens large, apartisan. L'intérêt général, colonne vertébrale commune aux fonds et fondations, est en soi une forme de projet de société. Œuvrer en faveur de l'égalité, de l'accès à la culture, au sport, à la santé, à l'éducation, c'est une forme de prise de position sociétale. Les fonds et fondations sont des acteurs de la société civile. Ils disposent d'une expertise qui est aujourd'hui connue, reconnue, peut-être pas assez, mais qui nous amène à interagir de plus en plus avec la puissance publique nationale ou dans les territoires. Et ce lien est d'autant plus évident lorsque nous sommes opérateurs ou que nous intervenons sur des innovations sociales qui visent à favoriser l'émergence des politiques publiques. On a donc vocation à prendre publiquement la parole, à contribuer au débat et à faire avancer ces sujets de manière transparente. Et en pratique, de nombreuses fondations déclarent leurs actions de communication et de plaidoyer, notamment au sein de la HATVP. Et nous portons leur voix au sein du CFF. Donc j'espère que cette introduction apportera déjà quelques éléments utiles au débat et je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Merci beaucoup, Colombe Brossel, pour les questions de la rapporteure. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ce propos introductif très clair sur la parole qui est la vôtre et le rôle qui est le vôtre et les défis que vous voyez comme étant ceux du moment et de demain pour le CFF, mais aussi et surtout pour ceux qui constituent le CFF. Peut-être deux séries de questions. La première concerne la question des fonds de dotation. Parce que c'est un peu un nouveau venu, alors qu'il commence à être installé dans le paysage maintenant. On peut peut-être dire les choses de façon beaucoup trop rapide en disant que c'est moins de contraintes que monter une fondation. C'est plus rapide, et d'ailleurs ça a été fait pour ça, au point de départ, pour démocratiser l'organisation du monde de la philanthropie. Je reprenais l'un des chiffres du rapport de la DGA, si ma mémoire est bonne, un fonds de dotation se crée par jour, et avec un certain nombre de... Alors, un sujet de contrôle qui n'est pas de votre ressort, mais qui pour autant existe dans le paysage, mais un certain nombre de fonds qu'on peut qualifier de dormants ou d'endormis, en tout cas, qui restent avec une dotation de 15 000 €, qui est la dotation minimum pour créer un fonds de dotation, et qui, quelques années plus tard, sont toujours à 15 000 €. On peut supputer peut-être que les actions permises par ces fonds de dotation ont été soit assez peu nombreuses, soit très peu onéreuses, mais du coup, quelque part, remettent en question le modèle. Voilà, c'est une réalité qui fait partie du secteur. De ce point de vue-là, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez, dans le rôle qui est le vôtre, de représentation des acteurs? Est-ce que vous avez proposé un certain nombre d'actions, y compris pour activer bêtement l'argent qui est là un peu inutile? Est-ce qu'il y a des pistes de travail pour vous de ce point de vue-là? Voilà, première question. J'en aurai quelques autres, mais sur ce sujet un peu spécifique des fonds de dotation. Bien, merci Madame la rapporteure pour cette question. Alors sur le sujet des fonds de dotation dormants, il faut savoir déjà qu'à l'origine, en 2008, lors de leur création, un fonds de dotation pouvait être créé sans dotation initiale, donc voilà, avec 0 €. Donc ce qui peut expliquer peut-être qu'à l'époque, il y a eu une forme d'appel d'air, une vague de création de fonds, puisqu'il n'était pas nécessaire d'apporter une dotation initiale, et que certains de ces fonds soient restés dormants. Ça, c'est une chose. Ensuite, le fonds de dotation, il a une caractéristique, c'est comme vous l'avez dit, il est trop souvent galvaudé et présenté comme un outil très simple, rapide, souple, facile, etc., etc. Beaucoup de gens créent des fonds de dotation, parce qu'effectivement 15 000 € est une somme relativement abordable pour créer une structure, mais c'est quand même une personne morale,
Il y a un aspect administratif, un aspect financier, un aspect juridique, tout ça c'est de la gestion et les gens s'en rendent compte après. Donc ça peut être aussi une deuxième explication sur le fait que certains fonds, au début il y a une velléité de lancer un projet, puis en fait on se rend compte que finalement c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et donc le projet ne va pas à terme. Quoi qu'il en soit, le sujet des fonds de dotation dormants, il est essentiel pour nous. Dans notre livre blanc de 2022, on préconisait déjà de les identifier, de les réactiver quand c'est possible ou de les dissoudre quand c'est nécessaire, ce qui permettrait par le mécanisme de la loi de reflécher des fonds dormants vers des structures d'intérêt général. Difficile d'estimer le montant que ça représenterait, mais en tout cas, effectivement, ça permettrait, entre guillemets, d'assainir le paysage. Et c'est un sujet qu'on évoque très régulièrement avec nos interlocuteurs au ministère de l'Intérieur, à la DLPAJ. Maintenant, le sujet, c'est de définir les critères, qu'est-ce qui fait qu'un fonds de dotation est dormant. Il y a quand même des avancées dans les dernières années, puisque la loi qu'on dit CRPR ou loi séparatisme a renforcé les pouvoirs des préfectures et permet, en cas de non-respect d'une obligation déclarative, par exemple, de suspendre les fonds de dotation. On a noté 400 suspensions depuis que la réforme est en vigueur, 60 levées de suspension. Donc tout ça va dans le sens d'une amélioration et on pense qu'à terme, c'est un sujet de travail qui est ouvert chez nous et au ministère de l'Intérieur. On suppose que dans les années qui viennent, on arrivera à une forme de stabilité. Et par ailleurs, on sait que des propositions sont en cours, des projets sont en cours qui visent à renforcer encore ces sujets-là et permettre de dissoudre, par exemple, de manière administrative les fonds de dotation. On attend de voir. Bon, ça nécessiterait quand même, dans le cadre de ce pilotage interministériel qu'évoquait Marion, une concertation des acteurs et arriver à un régime qui soit proportionné. Merci beaucoup. Deuxième question sur les fonds de dotation, et puis après j'aurai des questions qui concernent le CFF en tant que tel. Un fonds de dotation qui est financé par un emprunt. Moi, je vois bien, globalement, un fonds de dotation, 15 000 € de dotation minimale, ça peut être plus, une formule un peu allégée, et je vois bien l'impact positif que cela peut avoir en termes d'effet démultiplicateur en termes d'action. Mais un fonds de dotation financé par un emprunt, j'avoue que intellectuellement, je trouve ça plus baroque, pour rester poli dans mon expression. C'est courant, c'est atypique, ça provoque chez vous quel type de regard ? C'est plutôt, selon nous, atypique, à tel point que quand nous avons publié un guide sur les fonds de dotation, qui est un guide sectoriel et que nous avons présenté en présence de la direction des affaires juridiques, si vous cherchez, le terme emprunt n'est quasiment pas évoqué dans le document. Le fonds de dotation est plutôt constitué soit avec une dotation, soit avec des flux, qui effectivement sont corrélés, son modèle est corrélé à la durée dans laquelle le philanthrope, le mécène souhaite s'inscrire et à l'ampleur des missions sociales qu'il souhaite financer, accompagner, soutenir. Et donc effectivement, comme tout acteur économique, un fonds de dotation peut souscrire à un emprunt, mais ne faire reposer son modèle que sur un financement par emprunt ne nous semble pas adéquat par rapport à la dynamique de la création philanthropique. Merci pour cette réponse très claire. J'ai peut-être une dernière question, une série de questions qui concerne cette fois-ci plutôt le CFF en tant que tel, comme acteur représentatif des acteurs du secteur, pardon pour la répétition. On adhère librement au CFF. Vous l'avez dit, vous représentez peut-être la moitié des acteurs du secteur. De votre côté, quels sont les critères qui vous permettent d'accepter les adhésions qui vous sont faites? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser des adhésions de fonds de dotation ou de fondations au CFF? Et si oui, pour quelles raisons?
Comme je le soulignais dans mon introduction, le Centre français des fondations est une association. Ce que je n'avais pas indiqué, c'est que c'est une association reconnue d'intérêt général. Nous avons obtenu un rescrit de l'administration centrale des finances sur cette portée d'intérêt général. Donc on agit pour nos membres, mais au-delà pour l'ensemble du secteur. Nous nous sommes dotés d'un projet associatif, d'une raison d'être, avec des modifications statutaires qui ont été adoptées en Assemblée générale en 2023 et en 2024. Et nous disposons depuis presque l'origine, je crois que c'était pensé comme ça par les présidents qui m'ont précédé, de charte des membres que nous avons fait évoluer récemment. Donc un fonds de dotation ou une fondation qui souhaite nous rejoindre s'engage à signer et à respecter, bien sûr, cette charte de membres qui est en ligne sur notre site internet ainsi que nos statuts. Et donc, nous avons une forme d'adéquation entre la dynamique dans laquelle le fonds de dotation ou la fondation s'inscrit et la dynamique portée et que j'ai rappelée en introduction. Il nous est arrivé une fois, à ma connaissance, de refuser une adhésion. Évidemment, tout cela est très prévu et encadré dans nos statuts et notre règlement intérieur. Il nous est arrivé cette fois était en 2024, puisqu'il concerne une structure qui avait été adhérente en 2022 à sa création, qui n'avait plus adhéré en 2023 et qui nous a demandé d'adhérer à nouveau en 2024. Mais nous n'étions pas très au clair à la fois sur l'adéquation avec le projet associatif, d'une part, et d'autre part sur la distinction entre philanthropie et investissement, ainsi que sur la gouvernance, la clarté de la gouvernance entre différentes structures autour de ce fonds de dotation et le fonds de dotation. Et nous en avons discuté avec les personnes qui demandaient l'adhésion et nous n'avons pas réussi à démêler, à obtenir des réponses à nos questions. Et donc nous n'avons pas donné suite à cette demande d'adhésion. Dans quel domaine ? Sans aller jusqu'à vous demander de qui il s'agissait, dans quel domaine œuvrait cet acteur ? Dans un domaine de soutien à des associations. Tu veux... Non, mais enfin, voilà. Depuis tout à l'heure, on est en langue de bois. C'est une commission d'enquête ou pas, d'information. Des associations, il y en a de tout type. Soyez précises. Il nous faut des éléments. Moi, je ne suis pas venu ici pour écouter une langue de bois depuis tout à l'heure. C'est des à peu près, des approximations. J'ai envie d'entendre quelque chose. On a parlé de 400 suspensions. On a donné quelques éléments. Mais sur cette question, on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas un organisme de contrôle. Voilà. Donc, je comprends tout à fait l'agacement de notre collègue et c'est important que nous restions corrects aussi dans nos interventions. Donc, effectivement, on a besoin de savoir quels sont les motifs réels de refus d'une adhésion, puisque ça fait partie des notions de transparence. La transparence, c'est l'acceptation et la transparence, c'est les raisons du refus. Voilà. Et je reste très aimable et poli, bien sûr. Merci, je vous en remercie. Il y avait une vraie confusion entre la notion d'investissement et la notion de philanthropie. La philanthropie, le don, c'est sans contrepartie. Et c'est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, sans attendre une influence sur le projet associatif. Dès lors que nous avons, comme vous le faites exactement aujourd'hui, posé un certain nombre de questions à un acteur qui, selon nous, doit être transparent sur sa gouvernance, sur ses attentes, sur sa forme de soutien, et que nous n'avons pas obtenu les réponses, il nous a semblé légitime de lui demander de nous apporter des réponses plus claires, puisque nous sommes une association de membres libres. Voilà, mais si vous souhaitez j'entends que vous souhaitez que je donne le nom de cette structure, mais je pense que voilà, parce que ça ne fait de secret pour personne peut-être autour de la table, il s'agit du fonds de dotation du bien commun. Merci beaucoup.
Laurent Burgoa. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'allais rebondir par rapport à mon collègue précédent, parce que vous nous avez dit, Madame, donc si j'ai bien compris, vous analysez les associations, quand vous voyez qu'il y a une anomalie, vous le signalez à l'État, et j'ai bien compris, il y a un livre blanc dans lequel vous faites part de cela, et que vous avez dit que c'était à l'État de le faire. Donc on en prend acte. Mais moi j'ai une question à vous poser, puisque vous avez l'habitude, pourquoi l'État ne le ferait pas? Est-ce que vous pouvez nous dire, avec votre expérience que vous avez, si vous donnez des informations à l'État, pourquoi l'État ne mène pas des investigations, ne suit pas vos recommandations? Voilà. Est-ce que vous avez un retour de l'État, ou lorsque vous faites vos remarques, l'État voilà, je me permets pour mieux comprendre le process. Voilà. Pour mieux comprendre le processus, nous ne discutons pas de liste d'organisations avec l'État. Donc nous n'avons pas de pouvoir de contrôle. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous dites que c'est l'association X qui regarde, ou est-ce que c'est que est-ce que c'est des généralités qui sont telles que, je vais essayer d'être le plus sénatorial possible, Madame la Présidente, c'est un peu de la poésie? Je sais pas, est-ce que non mais excusez-moi, on aime bien être un concret, vous savez, nous les sénateurs, on est des gens de terrain, voilà, on est proche de nos collectivités, on aime bien, donc on n'est pas forcément des rêveurs, voilà, on essaie d'être le plus concret possible. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi on n'a pas, c'est l'association X qui peut-être, on a des doutes sur son mode de fonctionnement. Et donc, vous ne saisissez pas l'État en disant c'est l'association X. Vous dites il y aurait des anomalies. C'est ça que je veux comprendre. Voilà, permettez-moi. C'est rare qu'on ait des informations qui nous remontent sur telle fondation ou tel fonds de dotation ont des difficultés. C'est rare. En fait, on est vraiment une organisation de représentation, de professionnalisation du secteur. On n'a pas de pouvoir de police. C'est pour ça qu'on ne discute pas cas par cas des situations avec l'État, et qu'on discute en revanche des bonnes pratiques. C'est plutôt dans le sens inverse, c'est plutôt l'État qui nous, en l'occurrence la direction des affaires juridiques ou la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, qui nous rapportent qu'ils observent un certain nombre de cas sans citer les organisations et qui nous posent la question de savoir comment nous pouvons améliorer les éléments du contrôle. Et de la même manière, nous participons aux formations des contrôleurs dans les préfectures, au sein du ministère de l'Intérieur. Nous participons à la formation. Donc ce n'est pas de la poésie, c'est assez concret sur les mesures. Ouais, en revanche... Je ne savais pas le terme, le terme poésie, mais par contre, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez l'article 40 du Code de procédure pénale ? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Ça ne fait pas partie de nos compétences. Vous n'êtes pas On n'est pas une profession réglementée ou ce genre de... Donc vous n'avez pas la possibilité de dénoncer d'un point de vue. C'est bien dommage. Par contre, je veux bien compléter très rapidement les mots qui ont été dits. Donc, pour bien comprendre, le travail qu'on mène avec les directions centrales ou les cabinets ministériels, c'est travailler sur des mouvements, des mécanismes juridiques, de potentielles réformes. Pour vous donner un exemple très récent, on est saisi d'un projet de décret sur les fondations reconnues d'utilité publique. S'engage un dialogue avec la DLPAJ, on donne nos avis, des observations, des recommandations, on travaille la chose ensemble et on arrive à un produit fini. L'autre sujet, monsieur, c'est sur les contrôles, où là, pour le coup, depuis 2022, et on est très raccord avec l'IGA là-dessus, qui porte ce message depuis très longtemps, c'est le renforcement des moyens humains dont l'État dispose, des moyens humains et matériels pour opérer les contrôles, qui font grandement défaut, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles on ne va pas au bout des choses. Autre sujet très important, c'est que jusqu'à la loi CRPR, donc séparatisme qu'on évoquait déjà tout à l'heure, l'État, l'administration fiscale n'avait pas la capacité d'aller vérifier, contrôler l'éligibilité au mécénat d'une structure. Depuis cette date, la procédure existe.
Donc c'est pareil, ça suppose des moyens humains et une politique de contrôle organisée, mais cette procédure existe désormais, elle est relativement récente, donc le recul qu'on a dessus est assez faible, mais en tout cas c'est pareil, ça participe de ce mouvement de renforcement des contrôles, et on attend vivement l'évaluation de cette nouvelle méthode. En tout cas, voilà, l'État, la procédure pour vérifier l'éligibilité d'une structure au mécénat, si c'est à ça que vous faisiez référence, existe désormais. Je crois qu'il y avait Alexandre Basca avant Karine. Merci Daniel. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, j'ai vu que vous aviez établi un livre blanc avec, où vous formulez 15 propositions pour, dites-vous, libérer l'initiative privée. Il y en a une qui m'a un peu interpellé, c'est la 6e, je la cite, c'est « Ouvrir un chantier de simplification des statuts et d'amélioration des procédures ». Alors évidemment, la question de la simplification peut parfois apparaître légitime, mais ça peut être aussi à l'inverse un outil pour favoriser une certaine forme d'opacité. Vous aurez bien compris que nous, on cherche effectivement à établir des questions de transparence. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a gouverné pour vous cette proposition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très en phase sur la nécessité de transparence. Sur la simplification n'est pas vue comme un manque de transparence. Et je dirais même au contraire, parfois quand les mécaniques sont trop compliquées, trop complexes, on perd du temps et on peut noyer l'information. Dans les simplifications, on parlait d'emprunt tout à l'heure. Par exemple, pour les fondations reconnues d'utilité publique, on a besoin de demander des autorisations. Sur les fondations reconnues d'utilité publique, il y avait un délai très long d'adoption de notre règlement intérieur par la puissance publique et un certain nombre de mesures qui sont au quotidien assez lourdes et qui peut-être sont une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de fonds de dotation qui se créent. Alors que dans notre sens, si on simplifie la fondation reconnue d'utilité publique, on en fait un outil beaucoup plus attractif pour des philanthropes et des mécènes potentiels. Et la fondation reconnue d'utilité publique, elle est l'outil le plus contrôlé puisque l'État siège. Donc on a tout intérêt à avoir un outil peut-être un petit peu plus simple de fondation reconnue d'utilité publique pour que l'État soit présent au conseil d'administration de ces entités plutôt que d'avoir beaucoup plus de fonds de dotation, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Excusez-moi, Madame la Présidente. Donc, si je comprends bien et si je résume votre pensée et vos propos, quand vous parlez d'amélioration des procédures, c'est fluidifier les liens avec la puissance publique. D'accord. Je peux compléter et vous donner un exemple. En France aujourd'hui, pour créer une société civile ou commerciale, le Code de commerce pose un délai. Il vous dit que dès lors que vous déposez votre dossier au tribunal de commerce, le tribunal de commerce doit vous répondre dans un délai d'1 jour franc. Pour créer une fondation reconnue d'utilité publique, aujourd'hui, le délai qui est constaté, c'est 1 an et demi, 2 ans, voire plus. Donc, ce délai, il décourage complètement, en fait, les porteurs de projets. Et on a travaillé pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans avec le Conseil d'État et le ministère de l'Intérieur sur ce sujet. Il y a un besoin qui est constaté par tous de simplifier la fondation reconnue d'utilité publique. Le Conseil d'État portait la demande d'un délai de 4 mois maximum pour la création. Et c'est pareil pour les modifications statutaires, etc. Bon. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de points de blocage autour de la fondation reconnue d'utilité publique qui renvoie en fait les porteurs de projets vers les fondations abritées ou les fonds de dotation qui ne sont pas forcément le véhicule correspondant au projet. Mais attendre 2 ans pour lancer un projet, c'est juste... C'est pas possible. En fait, quand vous annoncez, nous on discute avec des porteurs de projets, quand vous leur expliquez qu'il va falloir attendre 2 ans, ils sont déjà sortis de la pièce, excusez-moi, mais c'est pas possible en fait. Donc, et même le Conseil d'État était aligné avec cette position.
Voilà, donc, et ensuite, voilà, si on va dans les détails de la réglementation, il y a aussi plein de petits blocages qu'on pourrait lever. Pareil, c'est un sujet qu'on a travaillé, on a une note là-dessus qui est sur notre site. Le Conseil d'État a rendu un avis en plénière là-dessus qui n'est pas public malheureusement, mais qui pourrait vous donner de matière à réflexion. Voilà, il y a plein de sujets de simplification, sans pour autant perdre en sécurité juridique par ailleurs. Karine Daniel. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'aimerais revenir sur les dispositions fiscales qui concernent les quelques fondations qui fonctionnent sur la base d'un emprunt. Comment ça se passe en termes de rescrit fiscal, Alors je dirais que c'est un emprunt classique que, comme toute personne morale, peut en contracter. Donc il n'y a plus d'enjeu de fiscalité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre du don. Le fonds de dotation, la fondation contracte un emprunt. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, contracter un emprunt, ça doit se faire dans le cadre d'un projet particulier. Ça peut être acquérir des locaux, acquérir des actifs qui vont permettre de développer ou d'exercer la mission, l'activité de la structure. Là, si je comprends bien, vous visez des structures dont le modèle économique repose uniquement sur l'emprunt. Et évidemment, ça nous questionne. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incidence fiscale autour de l'emprunt. Ok. Par ailleurs, les fonds de dotation ou fondations adhèrent volontairement à votre structure, mais par rapport aux questions qui ont été posées par mes collègues, dès lors qu'elles ne font pas partie de votre périmètre ou de votre liste d'adhérents, on va dire, il faut bien comprendre que ça ne les empêche pas d'exercer de manière autonome et indépendante et de continuer leur activité. Sur les cas que vous signalez éventuellement aux autorités, alors soit aux préfectures ou au service de Bercy finalement, quelle lecture vous faites, alors pas sur les retours, mais sur les éventuelles améliorations de coordination des différentes échelles de contrôle, que ce soit centralisées ou décentralisées, parce qu'on croit dans les premières auditions que l'on a pu faire qu'il y a une certaine, pour être non-coordination et non-partage de l'information entre les différentes structures, y compris parfois au sein même d'un même département, entre une sous-préfecture, la préfecture, en fonction de la nature même des projets et des structures. Moi, je compléterai la question. Je reviens quand même au sujet initial, qui est celui de la transparence. Et du coup, d'identifier les risques s'il y en a, ou en tout cas de ne pas mettre de la naïveté, on n'a pas besoin d'en mettre dans la situation actuelle de raréfaction du financement public, des actions d'intérêt général. Et donc, il y a à la fois ce problème de communication, mais la question de l'observation. Est-ce que vous participez à l'observation, y compris l'observation des actions, même si vous ne menez pas des enquêtes ou si vous n'êtes pas dans le contrôle, néanmoins, vous avez régulièrement, en tout cas annuellement au moins, des informations sur le fonctionnement des structures qui sont adhérentes. Et dans les fondations abritées, est-ce que de la part des fondations abritantes plutôt qui sont chez vous, est-ce que vous avez des notions sur les fondations abritées par ces fondations ? Oui, c'est une articulation des missions. Notre association est là pour représenter et professionnaliser le secteur. Encore une fois, on ne procède pas à des audits du secteur. Il y a par ailleurs des labels, IDEAS et dons en confiance, et il y a surtout un certain nombre de contrôles qui existent déjà et sur lesquels nous travaillons. Donc nous ne travaillons pas sur des cas particuliers. Et c'est peut-être de ça dont nous parlons depuis tout à l'heure. Comment le CFF travaille éventuellement sur des cas particuliers alors que nous travaillons sur des cas génériques. Donc nous travaillons par exemple avec les commissaires aux comptes qui sont un premier niveau de contrôle où nous participons quasiment annuellement à la réunion de la commission association et fondation des
commissaires aux comptes pour discuter des problématiques qu'ils ont pu rencontrer dans le contrôle des associations et fondations et pour leur indiquer quelle est la position du Centre français des fonds et fondations sur l'amélioration des contrôles par les commissaires aux comptes, les devoirs d'alerte, les missions de vérification sur le contrôle interne, etc. Il y a aussi ensuite, évidemment, l'État qui siège ou qui contrôle à travers les préfectures les structures, les fondations reconnues d'utilité publique, les fonds de dotation et l'ensemble des structures. Et là aussi, nous avons plutôt un dialogue qui s'exerce de l'État vers nous sur les problématiques que ces contrôleurs peuvent rencontrer et nous rappelons la manière dont nous fonctionnons, dont nous pouvons nous améliorer. Nous prenons des cas particuliers, des questions, pas des cas particuliers de fondation ou de fonds de dotation, ce n'est pas notre rôle. Mais nous prenons des points spécifiques de contrôle, la publication des comptes. Et par exemple, nous souhaitons nous trouvons logique que les sites Internet précisent davantage la gouvernance des structures, que l'obligation de publication des comptes soit davantage respectée par l'ensemble des structures, parce que ce sont aussi des moyens d'informer le public, la puissance publique, les collectivités locales. C'est quelque chose que nous rappelons, en revanche, et nous incitons nos membres à le faire. En revanche, nous ne dénonçons pas les structures qui ne l'auraient pas fait. Il y a une articulation des rôles. Nous sommes une association. Merci beaucoup. Oui, il faut bien comprendre que le CFF ne remplace pas les services de l'État. On ne fait pas le travail de l'administration fiscale, on ne fait pas le travail des agents en préfecture qui ont un pouvoir de police, entre guillemets, sur les fondations, les fonds de dotation. Ce qu'on fait, c'est qu'on mène des enquêtes, des études, on diffuse les règles qui sont parfois de bonne foi mal connues, on définit des bonnes pratiques qu'on diffuse aussi, et si une question nous est posée, on oriente la structure vers la bonne réponse. Et si une question devient redondante, ou si on se rend compte qu'il y a une méconnaissance sur un point particulier, on va publier et on va produire une note, une fiche, une étude qu'on publiera ensuite, et tout ce qu'on produit, à 99%, est accessible à tous sur notre site internet et c'est très consulté. Vous voyez, typiquement, on a fait une fiche juridique sur les contreparties au mécénat, une fiche juridique sur éthique et transparence. On a travaillé avec l'AFA sur un guide probité dans les opérations de mécénat. Enfin voilà, c'est par ces biais-là qu'on contribue à structurer et professionnaliser le secteur. Et qui sont très consultés. On pourra vous donner quelques chiffres si ça vous intéresse. Je vais juste me permettre de rebondir parce qu'en fait, il n'a pas été répondu à la question de ma collègue sur l'État, sur son organisation. Parce que vous dites les pouvoirs publics, donc c'est toujours un truc, voilà, les pouvoirs publics, et puis il y a le reste du monde, quoi. Et donc, à peu près, ça se précise un peu. Est-ce que vous avez un interlocuteur ou un système de transmission de l'information qui vous rassure, c'est-à-dire quand vous la mettez à un endroit, vous êtes sûr qu'elle va au bon endroit? Et ça rebondit un peu sur la question de Laurent Burgoa, qui aussi cherchait à savoir comment les choses fonctionnaient. Parce qu'en fait, on a un sujet, chacun se renvoie la balle, hein, je vous le dis très, très sincèrement. Et donc, il faut quand même avoir une réponse sur ces pouvoirs publics. Ce n'est pas une bulle éthérée dans le système français. En fait, si je comprends bien votre préoccupation, elle rejoint la nôtre sur la proposition et le souhait que nous formulons, CFF et membres de la coalition Générosité, de ce dialogue interministériel qui réunirait l'ensemble des acteurs. Puisqu'effectivement, il y a une forme de dispersion ou de multiplicité de points d'entrée entre les acteurs, les représentants de la puissance publique. Et nous, Centre français des fondations, nous dialoguons avec chacun d'entre elles. On a cité la direction des affaires juridiques, la DLPAJ, le CGFI, on peut ajouter le CGFI, l'IGA, l'ensemble des inspections, la compagnie, et après il y a des structures, il y a l'autorité des normes comptables. Et donc nous déployons beaucoup d'énergie à discuter des problématiques que l'État peut rencontrer à l'égard des fonds et fondations.
Nous attelons avec le meilleur effort à entendre les attentes et les besoins. Nous diffusons l'information. Quand nous en avons sur les données, par exemple, nous essayons de consolider des analyses sectorielles sur les tendances des fondations d'entreprise. Nous avons même constitué le premier annuaire qui recense les fondations et les fonds de dotation avant même que l'État construise son guichet unique. Et nous discutons avec l'État pour faire en sorte, en l'occurrence là, la DLPAJ, pour faire en sorte que ce guichet unique produise son effet et simplifie, fluidifie les relations entre les acteurs fondations et fonds de dotation et les contrôleurs. Mais nous partageons ce constat qu'effectivement, on a tous besoin d'une meilleure coordination entre nos structures associatives qui n'ont pas de pouvoir de contrôle, qui ont un pouvoir de progression et de professionnalisation de l'intérêt général privé, et l'État qui a son pouvoir de contrôle. Et on comprend bien votre préoccupation au sein de cette commission. Donc nous sommes vraiment insistants pour construire ce dialogue interministériel, justement pour résoudre cette équation. Colombe Brossel voulait rebondir. Moi, je vais juste... Quand vous dites on passe du temps à discuter et à informer, à expliciter auprès des pouvoirs publics ou à répondre aux questions, est-ce que ça répond à un calendrier un peu systématique, donc une espèce de logique structurée, organisée, ou alors est-ce que c'est en fonction du moment, des centres d'intérêt, des sujets évoqués, et finalement vous avez l'impression qu'il y a de la perte en ligne de ce que vous transmettez? Non, il y a un dialogue qui s'est vraiment renforcé ces dernières années entre nos différents interlocuteurs. On échange vraiment très régulièrement. Et c'est à la fois sur des sujets, comme Nicolas Mitton le rappelait tout à l'heure. Avec le Conseil d'État, nous dialoguons depuis 2 ans. Sur le sujet de la simplification des fondations reconnues d'utilité publique. Et donc nous avons effectivement des rendez-vous tous les 3-4 mois sur ce sujet. Je réagissais en fait en vous entendant rappeler, et vous avez raison, hein, d'abord c'est votre rôle, et vous en avez évidemment le droit et la responsabilité, rappeler quel était le rôle du CFF et qui vous n'étiez pas et ce que vous n'étiez pas. Pour autant, et vous l'avez l'un et l'autre glissé dans vos propos, et on avait eu un moment d'échange à ce sujet lors d'une table ronde. Par exemple, la production de données, elle vient du secteur lui-même. Vous êtes nombreux à dire qu'il faudra un jour que la production de données, elle ne relève pas uniquement du secteur lui-même, qui l'a fait, je pense, avec honnêteté, clarté, volonté d'avancer, mais enfin, à chacun son travail. La production de données, elle ne peut pas être portée par celui qui est partie prenante. Donc, c'est quand même un écueil sur lequel nous butons tous les uns et les autres depuis le début. On a pris d'autres sujets aujourd'hui. Je reviens sur celui-là qu'on a évoqué dans une table ronde précédente. Bref, du coup, j'entends vos actions de plaidoyer, y compris vis-à-vis des services de l'État. J'ai presque envie de vous retourner la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner le fait que ça aille plus vite, que les propositions que vous faites, y compris sur la place et le rôle de la puissance publique de l'État, disiez livre blanc 2022, nous sommes en 2026, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ce que ce type de proposition puisse aller plus vite et de manière plus efficace, si nous partageons des objectifs de transparence, de clarté, de contrôle, d'accompagnement, pour éviter toute stratégie d'influence, quelle qu'elle soit, nationale, internationale, mais en tout cas de stratégie d'influence dans ce pays. Alors, dans l'ordre, tout d'abord sur la production de données, non, mais, effectivement, non, mais c'est un sujet auquel je suis sensible. Quand je suis arrivé au CFF en 2020, on ne pouvait même pas faire un recensement exhaustif des structures qui composent le secteur fondation, fonds de dotation. Ça m'avait vraiment frappé. C'est pour ça que le CFF a engagé ce travail de, comme le disait Marion, de construire ce premier répertoire exhaustif qui nous a déjà
permis de faire un recensement, ce qui est déjà la base quand on veut connaître un secteur. Bon, ensuite, vous l'avez dit, nous occupons la position qui est la nôtre, c'est-à-dire que nous ne pouvons diffuser que de l'information publique ou les informations que les structures choisissent de publier. Donc chaque structure aujourd'hui a accès à sa propre fiche et peut étoffer le champ des informations qui sont diffusées. Maintenant, la réflexion effectivement qu'on se faisait à l'époque, c'est qu'effectivement ce travail aurait dû être mené par l'État, la puissance publique. Alors je suis désolé, c'est évanescent, mais en gros, le ministère de l'Intérieur, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, puisqu'ils construisent un outil informatique qui va servir d'outil de transmission pour les déclarations, les formalités, etc., toute la partie de vie administrative des structures, mais qui va surtout, on l'espère, être un outil de production de données, de centralisation de données et de connaissances, et qui permettra d'améliorer la connaissance sur le secteur, d'autant qu'en plus, il y a une réforme récente qui prévoit maintenant un canal de transmission d'informations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Économie et des Finances. Bon. Voilà, encore une fois, on est dans une période où il y a pas mal d'avancées qui se mettent en place. Il faut attendre maintenant que tout ça soit bien rodé, bien stabilisé pour en voir les bénéfices. Sur la deuxième partie de votre question, comment aller plus vite? Alors là, on va se paraphraser, mais on y reviendra encore et encore. Il faut vraiment que l'État s'empare de ce sujet générosité et qu'on en fasse une véritable politique publique pilotée sous égide du Premier ministre selon notre proposition, avec l'ensemble des parties prenantes, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas clair sur qui sont nos interlocuteurs. C'est peut-être ça une de vos questions. Oui, ok. Alors nos interlocuteurs, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Culture, le ministère de la Vie associative, et ensuite, plus sporadiquement... Alors, on a essayé à une époque, au CFF, de réunir tout ce monde autour d'une même table. Alors c'était des situations cocasses sur que, enchanté, vous êtes de Bercy, ah bah moi aussi je suis de Bercy, les gens ne se connaissaient même pas. Bon, le problème, c'est que, encore une fois, nous sommes ce que nous sommes. On ne peut pas imposer un cap politique à 6 ou 8 ou 10 directions centrales, puisqu'après il faut aussi rajouter le ministère de la Recherche. Enfin voilà, il y a aussi d'autres ministères qui sont intéressés par la question. Et ensuite, au sein d'un ministère, on parle de parfois 3-4 directions centrales intéressées, comme à Bercy par exemple. Donc ce travail, on ne peut pas le mener seul. On a essayé, mais ça reste un lieu d'échange informel. Par contre, il arrive qu'on ait des rendez-vous, soit de manière conjoncturelle sur un projet particulier, simplification des FRUP, un projet de loi, un projet de décret. On a aussi des espaces d'échange comme le Conseil supérieur de l'ESS, le comité de suivi des fonds de dotation, mais c'est beaucoup plus ciblé, si vous voulez. Donc vraiment, on n'arrêtera pas de le redire, mais on appelle vraiment les pouvoirs publics à se saisir de ce sujet et à impulser une véritable politique de la générosité centralisée, pilotée, et qui amène à l'arrivée à des réformes cohérentes, parce que ces dernières années, les réformes, c'est assez disparate, on va dire, et ça ne s'inscrit pas dans un cadre structuré. Pardon, j'étais un peu long. Est-ce que je peux juste compléter pour illustrer vous posiez la question des fondations abritantes abritées tout à l'heure. C'est un sujet de préoccupation important. Il se trouve qu'au Centre français des fondations, nous avons plus des 2/3 des fondations abritantes qui sont reconnues d'utilité publique qui adhèrent au Centre français des fondations, donc une communauté d'abritantes importante que nous réunissons. Et quand l'inspection générale de l'administration s'est saisie du sujet, nous avons régulièrement échangé avec les deux inspecteurs. Le rapport, nous l'avons, le secteur, le Centre français des fondations, France Générosité, nous l'avons salué. Nous ne savons pas aujourd'hui, même si nous avons posé plusieurs questions, quelle suite a été donnée à ce rapport de l'IGA. Et ça fait partie des sujets de préoccupation. Dès lors que nous avons participé à l'audition, à la mission, dès lors que nous avons ensuite commenté le rapport, nous avons saisi la puissance publique. Nous, notre travail essentiel,
il se poursuit en fait. C'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Nous, notre but, c'est que les fondations abritantes suivent les recommandations que nous avons aussi produites, puisque nous avons aussi produit un guide Fondation abritante abritée. Et c'est ça l'essentiel de notre activité ensuite, c'est la professionnalisation du secteur. Nous faisons des formations, nous organisons des temps d'échange pour diffuser les bonnes pratiques. Parce que finalement, les dérives, elles peuvent exister, on l'a dit tout à l'heure, comme dans tout outil. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont plutôt ceux que nous rencontrons, ce sont des acteurs bien intentionnés qui souhaitent, aux côtés de l'État, favoriser le lien social, l'anticipation des risques et l'anticipation des crises, et qui cherchent les meilleurs moyens de réaliser cette mission. Et c'est donc ça notre rôle essentiel au Centre français des fondations, c'est de les accompagner dans cette professionnalisation continue et croissante, et notamment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand il y a un fonds de dotation qui se crée par jour, nous avons un public qui s'étend, et donc nous devons les réunir de plus en plus et animer ces communautés. Et juste en un mot, on se fait aussi à la demande de certains ministères, typiquement par exemple la DLPAJ, nous demandait de relayer auprès du secteur la nouvelle obligation de s'immatriculer au répertoire national des fondations. La DAGE, Direction des affaires juridiques de Bercy, nous demande de relayer le guide sur les fonds de dotation qui a été produit par le comité de suivi. Donc on fait aussi ce travail en collaboration avec la puissance publique, voilà, et à sa demande, puisqu'on fait caisse de résonance, si vous voulez, dans le secteur. Donc quand on transmet de l'information, elle touche pas mal de monde, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup de vos réponses. Voilà. Bon. On est autour du sujet depuis le début, donc c'était important que vous répondiez précisément là sur le sujet des interlocuteurs et de l'organisationnel. Je vous rappelle, donc vous avez reçu un questionnaire et donc on attend vos réponses écrites ainsi que éventuellement les éléments complémentaires que vous jugerez utiles pour nous accompagner dans les travaux et voilà, pour accompagner nos conclusions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.